notre invité témoin du jour. Je vais vous demander de lui réserver un accueil des plus chaleureux. Docteur Alexis Lévry-Marcelin est notre invité témoin. Il est marié et père de 4 filles et un garçon et plusieurs petits-enfants. Alors, il est aujourd'hui pasteur, enseignant et président de The Living Church of Girls Provision. Alors, il vit à New York depuis 1992, ça c'est bien cela. Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Océmidi. Bonjour. Comme on le dit, hein, vous êtes un enfant d'Abobo. Ouais. C'est vrai que vous n'êtes plus un enfant, vous avez des enfants et même des petits-enfants aujourd'hui, mais vous venez d'Abobo. Et on vous surnommait dans le temps Margas. Vous étiez bagarreur et vous aviez pour ami John Pololo. Qui ne connaît pas John Pololo? Ah, les gens sont étonnés dans le public. Et, ah bon, chier. Alors, dites-nous, le surnom, le pseudonyme John Pololo, enfin Margas, il est venu comment? Il est venu d'où? Bon, là, je crois qu'il est venu de l'environnement du collège du CMA2, qu'on appelait. Dans le temps, à Abobo, le collège moderne d'Abobo. Voilà, dans un environnement vraiment mouvementé, de bagarre et d'ambiance. C'est là qu'est sorti ce nom. Je crois que c'est un diminutif de Marcelin, qui est mon middle name. Au lieu de vous appeler Margot, ce serait trop cool, quoi. Donc, Margas. Ça sonne un peu plus, voilà. Voilà. Alors, vous avez grandi dans un environnement de bagarre, vous venez de le dire. Mais comment est-ce que vous avez été contaminé par cela? Bon, en fait, je crois qu'à l'âge de 10 ans, bon, d'abord, il faut dire que c'était un moment dans lequel on avait beaucoup de films karaté dans le temps. C'est cela. Et puis on ça a quand même influencé la jeunesse d'alors. Mon grand frère faisait de karaté Shotokan, il nous entraînait dans le quartier. Et aussi, bon, déjà, on pratiquait les arts martiaux. Mais ensuite, après, personnellement, il y a une expérience que j'ai vécue. J'avais 10 ans lorsque je dormais. Et tout à coup, je suis entré entre le sommeil et la réalité. Et devant moi, il y avait un personnage... Donc, mi-éveil, mi-sommeil. Voilà, mi-sommeil, mi-éveil. Et il y avait un personnage, un guerrier d'antan, un grand guerrier du genre Kunta Kinte, grand, vraiment d'une taille de 2 mètres à peut-être quelque chose de plus grand, voilà, avec armée et vraiment musclé, un géant. Et c'est lui qui est entré en moi. Je crois que ça a commencé un peu comme ça. Vous aviez 10 ans à l'époque? À l'époque. Voilà, donc ça fait que lorsqu'il y avait quelque chose dans la rue, c'était un peu excité. Voilà. Mais est-ce que tout de suite, vous réalisez que votre goût pour la bagarre émane de ce rêve que vous avez eu? Pas du tout. Pas du tout, hein. C'est après que j'ai compris, dans la suite. Alors, ce genre de vie-là, je veux dire que c'est vrai que vous étiez, comme vous le disiez à l'instant, vous étiez donc soumis, on va dire, à cet environnement qui était habitué à la bagarre. Mais qu'est-ce que vous retiriez après chaque bagarre? Bon, il y avait un sentiment de satisfaction. Satisfaction, pas culpabilité. Voilà, d'avoir satisfait un peu les amis. C'était ça, c'était un sentiment, mais en fait, un feeling d'accomplissement. Voilà. La première bagarre, vous vous en souvenez? La première véritable, pas les petites bagarres. La bagarre après le guerrier, là. Après que le guerrier soit rentré en vous. Bon, il y a eu plusieurs bagarres. Il y a eu plusieurs. Je me souviens beaucoup de la dernière. Voilà. On y reviendra, oui. Mais déjà, on veut quand même comprendre un peu l'évolution des choses. Voilà. La première, je crois que c'était une des premières, laquelle je peux me rappeler. C'était derrière Rail. Voilà, je crois qu'on est venu me chercher, mes amis, parce que les gens voulaient nous affronter et ils m'ont mis devant. Et il y a un de groupe, des gens de derrière Rail, dans le temps, c'était dans les années 80, voilà. Ils vous mettent devant pourquoi? Bon, c'est vous comme étiez ça, le plus souvent... âgé ou le plus fort? Non, non, pas du tout. Il y avait un qui était très mouvementé, un de mes du nom de Vegas. Voilà. Mais lui, bon, comme c'était moi qui l'avais défié, donc il m'a emporté et on était tout un groupe et ils m'ont mis devant pour que celui qui m'a défié puisse s'approcher. Voilà. Et ça s'est bien passé. Ça, c'est bon. Nous, on n'était pas là-bas. Quand vous dites que ça s'est bien passé, ça veut dire quoi? Vous avez mis tous vos adversaires par terre? Non, en fait, j'ai
triché un tout petit peu. D'accord. Voilà, c'est-à-dire, quand il s'est approché, j'avais une spécialité qu'on appelle le fauchage. Comment? Voilà. Le fauchage. Comment ça se fait? C'est que c'était pas avant-hier, là. Shotokan, il y a, c'est-à-dire prendre le pied de la personne avec votre pied et puis pouvoir la déséquilibrer. En fait, c'était ça. Alors donc, j'ai dû... Il y a aussi une technique qu'on appelle comblage de terrain. Donc, j'ai comblé le terrain avant même que la bagarre commence. Bon, j'étais déjà prêt. Donc, c'était un avantage, combler le terrain au moment où il a lancé son pied. Et le combat était terminé là-bas. Parce qu'en fait, il était plus fort. Voilà. Donc, il fallait que je profite, pas l'état de surprise, mais de ce que je pouvais faire. Ce comblage de terrain avant que, aussitôt, c'était parti. Et le goût pour la bagarre allait en grandissant, hein, je suppose. En grandissant, voilà. Et puis, vous avez quand même connu des défaites? Oh, oui, pas vraiment de défaite. En fait, peut-être quand il doit y avoir une défaite, je calme le jeu. Voilà. Et puis, parlons de Pololo. Justement, voilà, Pololo. De Pololo, voilà. Quelle était la nature de vos relations? Bon, il était un grand frère. D'accord. On dit qu'il était un grand frère. Pololo était fort. Voilà, il était un bagarreur, il était fort. Voilà, donc... il était solide. On n'applaudit pas pour ce que Pololo faisait dans le temps, et c'est la façon dont vous êtes en train de le dire. Oui, bon, c'est reconnaître un peu qui il était. Et je me rappelle là, il devait me corriger, donc je fuis et je l'ai attendu à la périphérie de mon carrefour, parce qu'il sait que mon grand frère est à la maison. Donc quand il arrive à la périphérie, j'ai dit, ben, viens. Et puis j'écris, Jo. Mon grand frère sort, il dit non, il n'y a rien, sinon j'étais venu voir la maman saluer, tout ça. Voilà, donc c'était un combat que j'aurais dû perdre, je pourrais perdre, j'allais perdre, effectivement, mais je savais peut-être comment calmer avant. Mais justement, vous venez de parler de la maison. Est-ce que vos parents étaient informés de ce que vous étiez devenu un bagarreur de rue? Voilà, ça aussi c'est un conseil aux parents. On ne sait généralement pas ce que les jeunes font dehors. À la maison, il peut avoir un visage, et puis dehors, ça peut être tout un autre. Voilà, en fait, c'était mon cas. À la maison, c'était macho. Vous aviez une double vie. Macho. Mais dehors, c'était magasin. Vous voyez? Mais souvent, les parents le savent, mais ils font semblant de ne pas le savoir. Et des fois, ils mettent quand même du temps à le savoir, à le découvrir. Souvent, ils mettent du temps, mais c'est là où ça devient un peu compliqué. Mais sinon, dans mon cas, ils ne savaient pas. Peut-être qu'ils savaient qu'on était un peu turbulent, mais la fatalité de la rue, et ça échappait généralement à tous parents. Voilà. Et après, ils ont fini par le savoir. Oui. Et oui, au niveau, par exemple, voilà un événement qui s'est passé. J'étais au lycée Garçon de Belgerville. D'accord. Et dans la voiture de ma soeur, on allait faire la course. Et puis, les 2 quarts du lycée ont garé. C'était un samedi. Nous, on était sortis du lycée déjà. Et les gens m'ont vu par la fenêtre, alors qu'à la maison, j'étais tout le chouchou. Mais quand ils m'ont vu à la fenêtre, ça commençait à crier. Ma soeur était étonnée. Et c'est de là qu'elle a vu que de l'autre côté, c'était différent. Donc, elle était choquée. Et voilà, c'est là qu'à la maison, ils étaient un tout petit peu sceptiques de ce qui se passait. Surtout les gens qui venaient, les gens qui sortaient. Les parents ont vu qu'il fallait contrôler. J'ai dû même passer les vacances scolaires enfermé chez un oncle, sans sortir. Voilà, ça n'a pas changé grand-chose, hein, je suppose. Non, pas du tout. Et justement, restons au lycée moderne de Bingerville. Oui. On va dire que vous étiez quel genre d'élève? Est-ce que vous étiez brillant, moyen? J'étais moyen. D'accord. Voilà, on passait du temps à bosser, mais en fait, on était désorganisés. Parce qu'on sortait jusqu'à minuit, on entrait, et puis on bossait jusqu'à 4 h du matin. Voilà. Vous preniez la pointe des étoiles. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est ce qu'on appelait décapi. Mais ça ne marchait pas vraiment. Mais je veux dire, ce comportement de rue où vous êtes livré à vous-même, où vous avez un goût prononcé pour la bagarre, tout ça, est-ce que ça n'a pas eu une influence sur vos études? Oui, effectivement, ça a eu une influence. Je crois que ça a toujours eu une influence. Au lieu d'être excellent, j'étais moyen, par exemple. D'accord. Voilà, et puis, bon, ça défocalise un tout petit peu. On force, mais c'est un défocus. Et une année, il s'est produit quand même une autre bagarre. Oui. Toujours du côté de Bingerville, que vous n'oublierez jamais. Oui. En fait, étant à Bingerville, c'est du côté de Treichville.
en fait, dans ce qu'on appelle le match OHU. On avait un match OHU du lycée garçon de Bergerville qui s'est produit au Palais des Sports. Ça, c'était en 1985. Et à ce match-là, il y avait plusieurs élèves du lycée. Il y avait des élèves du lycée jeune fille qui est devenu le lycée Mamie Fete. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, tout le monde était là. Mamie Adjoa ou Mamie Fete? Mamie Adjoa. Mamie Fete. D'accord. OK. Alors, tout le monde était en tricot jaune. Et il y a un groupe de, je peux dire, gangsters qui ont commencé à nous attaquer. Pour rien? Et, pour rien. Bon, on fait des attaques et puis ils raquettent. Alors, ça a commencé à 16 personnes. Ils ont commencé à attaquer. Et aussitôt, bon, par inclination, bon, on a commencé à défendre. Et ça a chauffé là, et déjà dans l'enceinte du Palais des Sports. Donc, bon, par bluff, je les ai appelés dehors, sur l'autoroute. Mais ce n'était pas bluff. Vous voyez? Voilà. J'ai dit, sortons, si vous êtes garçons, venez sur l'autoroute. Alors, donc, ils sont arrivés sur l'autoroute, ils étaient vraiment, vraiment armés. Et ça, c'était en 85. Et sur l'autoroute, bon, encore par bluff, j'ai dû courir vers eux pour dire, je vais vous attaquer. Courant vers eux, ils ont reculé et puis moi, j'ai pris la tangente. Et est-ce que vous étiez aussi armé? Non, je n'étais pas armé. Et j'étais pas armé. J'avais seulement des amis fidèles derrière moi. J'avais un seul, il y en avait deux. Un du nom de Armand Bohu, je crois qu'il est dans... Quoi? Armand Bohu. Un bagarreur ici? Non, non, il était un homme de cœur. Voilà, Ah d'accord, il est plutôt de l'autre côté, il n'est pas dans le public. Il est juste en face de moi, dans il le est fond. juste, OK, c'était un homme de cœur. C'était un homme qui pouvait donner son cœur pour protéger aussi. Il était derrière moi, il a toujours mes arrières. La solidarité dans le mal. En ce moment, c'était pas quelque chose de mauvais pour vous. Voilà. Bon, alors, il y avait un autre qui était un peu plus loin, qui était un homme de cœur, maître Anissé. Lui aussi, c'était un maître de karaté. Et je ne sais pas ce qu'il devient, mais il était là, quelque part. Les autres ont fui. Bon, mais c'était terrible, on pouvait le comprendre. Et donc, on a managé, et puis après, on s'est tiré. Parce qu'il fallait, voilà, il fallait, on a fui. Oui. Ouais. Ouais. Et la dernière bagarre? Bon, c'était ça la dernière. Ah, c'était la dernière? Voilà, après ça, je suis allé faire quelque chose. Je dis, bon, parce que parmi ceux qui combattaient, il y avait deux au moins qui avaient des ceintures de peau. Alors, quand on te touche, c'est devient fou. Oui. Alors, je dis, bon, d'accord, là, ça ne va plus maintenant dans mon physique, il faut que je sois solide. Alors, après ça, je suis allé faire une alliance à la mer. Voilà, ça c'était dans le temps. Vous avez quel âge environ? Dans le temps, j'avais 23 ans, 24, non, en 86. Bon, maximisant, je ne peux pas faire les maths. C'est pas évident, hein, je veux dire... 22, 23, 24. Voilà, dans cette fourchette-là. Et le monsieur m'a préparé, supposé qu'on tire sur moi, ça ne rentrait pas. On me piquait, ça ne rentrait pas. Mais c'est quoi la raison, la raison fondamentale qui vous pousse donc à faire cette alliance-là? Oui, parce que j'étais maintenant gâté au niveau... Parce qu'en fait, les gens ont voulu se venger. Votre vie était menacée? Voilà, notre vie était menacée. Ma vie était menacée. Et puis, bon, j'étais très souvent dans les boîtes de nuit, à Treichville, Marcory, j'étais un peu dehors. Donc, dans mon entendement, il fallait me caler. Voilà. Donc c'est comme ça que vous êtes allé à la mer avec le monsieur. Voilà. Pas dans la mer cette fois-ci, mais il a fait ça au bord de la mer. Au bord de la mer. Voilà, très souvent il rentre. Ouais. Et qu'est-ce qu'il vous a remis? Il m'a remis une ceinture, voilà, qu'il a pris de... Il a reçu comme ça de... La ceinture de nulle part? Du néant? De nulle part, du néant. Voilà, et la ceinture, je la portais. Mes parents ne savaient pas, les gens, personne ne savait. Mais je l'avais là sur moi. Voilà. Mais ça vous protégeait quand même, la ceinture? Bon. Il y a quand même des choses qui se passent. Ça vous protégeait? Bon. Mon incroyable parcours de vie. C'est que... Alors, voilà, merci beaucoup. Voilà. Nous ne sommes pas encore au terme de cet entretien. Nous allons juste marquer une pause au niveau de la pub et puis on va se retrouver pour la suite et la fin de cette histoire incroyable.